Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Amandine Lézy, directrice générale de Quorum Life. Bonsoir Amandine. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Également Olivier Becker qui est expert obligataire. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Ainsi que Philippe Servézy qui est le directeur immobilier. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Alors, comme son titre l'indique, nous souhaitons revenir avec vous sur les performances 2022 et également exprimer les perspectives que l'on peut avoir, que l'on a déjà pour 2023. Mais c'est surtout l'occasion de répondre à toutes vos questions. Et vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions en amont de ce webinaire. Alors, on va répondre à un certain nombre de celles-ci. Et vous avez également le fil de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions et nous essaierons de répondre à un maximum de celles-ci. Mais avant de commencer, et pour ceux qui en ont l'habitude, vous le savez, je me dois de vous rappeler que nous évoquerons des produits dont le capital n'est pas garanti. Les revenus peuvent varier à la hausse comme à la baisse et pour certains que nous nous exposons au risque de devise. Donc c'est chose faite et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet à présent. Je vous propose un sommaire où nous commencerons par les performances de Quorum Life et nous essaierons de les décrypter avec Amandine. Nous répondrons également à un certain nombre de questions. Ensuite, nous évoquerons les performances des fonds obligataires. Et enfin, et pour finir, celle de nos SCPI, donc les trois SCPI, Quorum Origine, Quorum XL et Quorum Orion. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin de chaque partie et nous prendrons le temps, si cela est possible à la fin, de répondre à d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu pendant chacune des parties. Amandine, Quorum Life, est-ce que tu peux nous décrypter et nous expliquer les performances 2022, comment s'est passée l'année, peut-être commencer par rappeler Quorum Life, qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir. Effectivement, Quorum Life, c'est, comme vous le savez peut-être, la compagnie d'assurance vie du groupe Quorum qui distribue des contrats qui portent le même nom et qui vous permettent en exclusivité d'investir dans les SCPI et les fonds obligataires du groupe. Premier élément pour décrypter la performance, c'est de vous rappeler que Quorum Life est le seul contrat d'assurance vie où l'assureur ne prélève aucun frais, ni frais d'entrée, ni de frais de sortie, ni frais de gestion. Et donc, la première chose à dire sur les performances de Quorum Life, c'est qu'elles sont assez simples à reconstituer, puisqu'il s'agit en fait de la moyenne de la performance de chacun des fonds qui est présent dans votre contrat. On vous présente ici les performances 2022 des 6 profils qui sont disponibles dans ce contrat. On peut rappeler, pardon Amandine, que ce contrat il est disponible avec ces 6 profils, mais qu'il est également disponible en gestion libre. Mais comme la gestion libre, chacun est libre de composer son allocation, on se concentre sur ces profils. Absolument. Donc on voit que les 2 profils les plus choisis, puisqu'ils représentent à peu près les 3/4 de nos clients, ont des performances de respectivement 2,9 et 3,4%. Donc ce sont les profils qui s'appellent Essentiel et IMO. On voit que les autres profils ont moins bien performé. On y reviendra avec Olivier, mais ça reflète effectivement l'année difficile pour les fonds obligataires sur 2022, même si nos fonds ont fait mieux que le marché. Et on voit surtout dans ces performances l'effet, on va dire, stabilisateur et amortisseur des SCPI Quorum. En effet, et on le voit d'autant plus, on affichait à l'écran la performance moyenne des unités de compte qui ont été communiquées pour 2022. On voit qu'on est autour de moins 12 et que Quorum Life, pour les profils les plus immobiliers, en tout cas ceux qui sont les plus utilisés, on a une performance jusqu'à 3,4%, donc qui joue vraiment son rôle, peu importe, on va dire, le contexte et les conditions. Tu l'as dit, et très justement, l'absence de frais, c'est ce qui... de frais relatifs au contrat, et c'est ce qui démarque vraiment Quorum Life de toutes les autres compagnies d'assurance vie et de tous les autres contrats d'assurance vie. Mais on n'oublie pas évidemment les frais qui sont propres aux produits que l'on retrouve à l'intérieur. Et ce que je te propose, Amandine, c'est peut-être de commenter et quel est l'impact de ces frais et d'expliquer comment cela fonctionne, parce qu'il n'y a pas de frais sur le contrat, mais il y a quand même des frais quelque part qui sont ceux des produits. Donc normalement, on doit pouvoir vous présenter ce que cela peut donner sur la durée en essayant de se projeter, puisque c'est un contrat d'assurance vie, donc c'est un produit plutôt long terme, mais on voit l'impact que ça peut avoir à court terme, et je te laisse commenter. Absolument. Donc le principe de Quorum Life, c'est que vous investissiez dans nos SCPI en direct ou via l'assurance vie, ce sont exactement les mêmes frais qui vous sont prélevés. C'est la même chose pour les fonds obligataires.
On a essayé d'illustrer ici l'impact des frais en prenant notre nouveau profil qui s'appelle Horizon, qui est composé à 50% de quorum origine et à 50% du nouveau fonds obligataire de notre gamme qui s'appelle Quorum Butler Entreprise. On a ici projeté ce que votre contrat pourrait devenir sur une période de 8 ans, en supposant que et la SCPI et le fonds obligataire tiennent chaque année leur objectif de performance. On voit ici sur le graphique que l'impact des frais d'entrée, puisqu'ils sont de 12% sur la SCPI et de 5% sur Quorum Butler Entreprise. Et on voit qu'après 2 ans, les frais sont amortis et que sur une période de 8 ans, votre épargne se revalorise d'à peu près 30%. Parfait, c'est très clair, merci beaucoup. Et je rappelle néanmoins, parce que tu as évoqué les frais, et notamment les frais de la SCPI, que c'est sur la totalité de l'investissement que l'on communique le rendement, ou en tout cas l'objectif, c'est sur le montant vraiment versé qu'on communique la performance de la SCPI. Merci beaucoup Amandine. Maintenant on a répondu à quelques questions déjà, on essaie de synthétiser. Il y en a d'autres. Donc l'impact des frais on l'a vu, les performances on les a vues également. On a une question qui a été posée. Il y a des opportunités sur Quorum Life, mais quid des contrats ouverts avant la baisse en profil IMO ou essentiel par exemple? Alors la baisse sur les marchés obligataires qui a impacté nos fonds, elle commence avec la guerre en Ukraine, il y a 1 an, jour pour jour quasiment. Et donc les performances 2022 qu'on vient d'évoquer, qui sont de 2,9 et de 3,4% sur les 2 profils, reflètent l'intégralité de toute la baisse qu'on a observée en 2022. Et à partir de maintenant, Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, mais on s'attend à un rebond sur les fonds obligataires et on observe déjà un très bon début d'année sur les marchés obligataires. En effet. Merci Amandine. Une autre question. Quand est-ce que le fonds en euros sera disponible dans Quorum Life? C'est la première fois qu'on te la pose, celle-ci. Je sens que ce n'est pas la dernière. Alors oui, on travaille sur un fonds euro. Pourquoi ? Parce qu'on entend dire depuis longtemps que le fonds euro est un peu démodé, il rapporte de moins en moins. Mais entre-temps, le monde a changé. Là où les taux d'intérêt étaient à 0, les taux d'intérêt ont augmenté de façon très significative. On est à peu près aujourd'hui sur, si on regarde à combien l'État français emprunte sur 10 ans, on est à 3%, là où on était à 0 il y a tout juste un an, voire négatif. Et donc, comme vous le savez, chez Quorum, on est opportuniste. C'est vrai dans les SCPI, c'est vrai dans les fonds obligataires et c'est vrai chez Quorum Life. Et donc, dans ce nouvel environnement de taux, on pense qu'on peut effectivement créer un fonds euro avec des perspectives de rendement très intéressantes. C'est un petit peu trop tôt pour vous parler calendrier, mais on espère revenir vers vous assez vite dans les mois qui viennent. Et c'est vrai que quand on a lancé Quorum Life en mars 2020, on n'avait pas envisagé de lancer un fonds en euros tout de suite en se disant que les conditions n'étaient pas bonnes. Et que là, il y a une réelle opportunité. Et c'est surtout qu'on n'a pas un stock d'obligations en négatif ou proche de 0. Donc c'est ça qui va permettre de proposer un fonds en euros avec de la performance. Une autre question, Amandine. Est-il possible de faire des arbitrages au sein de Quorum Life pour investir dans le nouveau fonds obligataire à échéance, donc Quorum Butler Entreprise, dont Olivier parlera plus tard? Alors techniquement, oui, absolument. Il n'y a aucune restriction dans le contrat Quorum Life sur les arbitrages. Néanmoins, comme on l'a mentionné il y a quelques minutes, il y a des frais d'entrée qui sont prélevés par les sociétés de gestion sur la plupart des fonds obligataires et sur nos SCPI. Et donc la question qui peut se poser, c'est de savoir si ces frais d'entrée ils sont déjà amortis ou pas. Et donc pour répondre à cette question, je pense que le mieux est que la personne qui l'a posée se tourne vers son conseiller pour faire un bilan sur sa situation spécifique et voir quelle est la meilleure option. Il ne sera pas toujours opportun de faire cet arbitrage. Et cet arbitrage sera fait en revanche sans frais de la part de la compagnie d'assurance. Absolument. Mais dans tous les cas, on peut faire un versement complémentaire également sans aucun problème. Très bien, merci. Je n'en doutais pas. Merci beaucoup Amandine. À présent, Olivier, qui est expert obligataire chez Quorum. Est-ce qu'on peut revenir sur 2022 ? Et alors on l'a déjà fait, mais revenir quand même sur ce qui s'est passé. Peut-être
et même si on n'est que mi-février, également évoquer le début d'année 2023 ? Oui, tout à fait. Alors, Amandine en a un petit peu parlé, on le voit bien sur la diapositive ici. 2022, ça a été une année extraordinairement difficile pour l'ensemble des marchés financiers, pour les marchés obligataires en particulier, dans un contexte d'hyperinflation, où l'inflation a culminé à plus de 10% en Europe, dans un contexte également où une guerre s'est déclarée aux portes de l'Europe. Donc vraiment un contexte très difficile qui s'est traduit par une baisse très importante de l'ensemble des marchés et du marché obligataire. On le voit ici, le marché du haut rendement européen, qui est notre ADN, notre cœur de savoir-faire chez Corum, qui a baissé de près de 10% l'année dernière, en 2022. Ce qu'on voit en revanche, qu'on peut retenir aussi, deux choses, je dirais, positives. La première, c'est que nos stratégies, et notamment notre fonds historique BCO, a une nouvelle fois montré sa capacité à faire nettement mieux que le marché et à résister dans un environnement très difficile, puisqu'il affiche une baisse d'un petit peu plus de 4%. Alors évidemment, on a été très déçus par cette performance négative. C'était la première fois que le fonds avait une performance négative, donc une déception évidemment, mais il a permis quand même de limiter la baisse par rapport à son marché sous-jacent. Notre fonds également, Corum Butler European High a également fait nettement mieux que son indice de référence. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir sur l'année 2022. Encore une fois, une capacité de l'équipe à limiter la baisse dans les moments très difficiles. On l'avait également démontré pendant la crise Covid en 2020. Peut-être d'un point de vue plus positif encore, ce qu'on peut retenir, c'est l'inflexion de ces marchés. Pour avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, notamment à la fin de l'année, il y avait un contexte effectivement assez anxiogène. On voit bien que depuis la fin septembre, on a vraiment un rebond significatif du marché obligataire et de nos fonds en particulier, puisqu'on voit des performances qui peuvent dépasser même 6% par rapport au point bas. Si on se concentre sur le début de l'année 2023, en fonction de nos stratégies, les portefeuille progresse entre 2,5 et 3,5%, donc positif, de performance positive depuis le début de cette année 2023, dans un contexte où le pic de l'inflation semble être derrière nous et également dans un contexte où l'économie finalement tient mieux, avec un marché de l'emploi notamment très robuste et donc des perspectives finalement moins sombres qu'on aurait pu l'imaginer. Et donc le marché a commencé à l'intégrer et on voit une dynamique de performance qui s'est bien enclenchée pour cette année. Ok. Et merci Olivier, puisque c'est une parfaite transition, parce qu'on parle de hausse. En l'occurrence, la hausse elle a été assez forte depuis le mois de septembre. Elle s'est poursuivie depuis le mois de janvier. Est-ce que ce n'est pas trop tard finalement ? C'est une des questions qu'on a reçues avant ce webinaire. On parle d'opportunités à saisir sur le marché, mais finalement, n'est-ce pas trop tard ? Oui, c'est une bonne question, parce que le rebond a été significatif, mais néanmoins, la baisse a été quand même extrêmement forte. On le voit bien à l'image ici, sur la partie haute de la diapositive. On voit l'évolution du rendement des obligations à haut rendement. Et on voit que, en dépit de la respiration, on va dire, qu'on a eu effectivement depuis le dernier trimestre de l'année dernière, on est toujours sur des niveaux de rendement qui sont supérieurs à 7%. Si on met à part l'épisode très bref de mars 2020 pendant la crise Covid, on voit bien qu'il faut remonter à, en l'occurrence 2011, plus de 10 ans pour connaître ce type de rendement. Donc même après le rebond récent, on est encore sur un niveau qui est assez historique et qui est toujours une opportunité très attractive. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé Corum Butler Entreprise pour saisir cette opportunité qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps, d'investir à des niveaux de rendement extrêmement élevés et dans des entreprises de grande qualité qui ont montré leur capacité d'adaptation, leur capacité de résistance, à la fois en 2020 pendant la crise Covid, mais également encore très récemment face à l'inflation de leurs coûts, par exemple. Ok, merci Olivier. C'est très clair en tout cas pour moi. Et s'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Tu parles de Corum Butler Entreprise. Ce soir, et les personnes qui sont connectées, nous avons donc nos clients et nous avons également des conventions de patrimoine. Pour ceux qui suivent l'actualité financière, et depuis le mois de septembre ou octobre, il n'y en a pas des dizaines, mais en tout cas, il y a un certain nombre de fonds obligataires datés qui peuvent ressembler de près ou de loin à Corum Butler Entreprise qui ont été lancés. Pourquoi choisir le tien, le nôtre ? Alors déjà, je retiendrai quand même que si on n'est pas les seuls, c'est
priori, c'est une bonne idée quand même. Hein. Ça accrédite le fait que probablement en 2023, ça va être une bonne année pour l'obligataire. Donc ça, c'est le premier élément. Et qu'est-ce qui nous différencie? Moi, je suis assez convaincu qu'il y a plusieurs éléments qui sont différenciants et qui font que Quorum a vraiment une grande légitimité à proposer un produit comme celui-là. Le premier élément, c'est l'équipe de gestion. L'équipe de gestion qui est, vous le voyez ici, constituée de 15 personnes. L'équipe de gestion principale, on va dire, c'est 5 personnes qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans, avec entre 15 et 20 années d'expérience sur ce marché du haut rendement européen. Le haut rendement européen, ce sont des obligations qui sont émises par des entreprises du quotidien, comme Rexel, Alain Flelou, la Fnac ou Free, par exemple. Donc c'est vraiment un univers d'investissement qu'on connaît très bien, dans lequel on a une très grande expérience. Le deuxième point, je pense, qui est important de souligner et qui fait aussi un point très attractif de notre proposition, c'est l'historique de la performance de nos fonds. Je pense en particulier à BCO, qui est le fonds historique de la maison, qui a année après année montré sa capacité à amortir les phases de baisse et à bien saisir les phases de hausse. Cette qualité de gestion, elle a été saluée notamment par l'obtention de la meilleure notation Morningstar, 5 étoiles, pour la qualité de sa gestion. Morningstar, c'est un institut qui mesure la performance, qui classe les fonds et qui attribue des notes de qualité sur la gestion des fonds. Et donc 5 étoiles, c'est la meilleure note possible qu'il est possible d'obtenir. Et donc le fonds est également Quorum Butler European Yield. Les deux fonds ont été salués par la meilleure notation pour la qualité de la gestion, la stabilité également de l'équipe de gestion. Et dernier élément, je pense, qui est très important, et là aussi je pense qu'il nous différencie, c'est le fait qu'on soit indépendant. On est une société 100% indépendante qui appartient à ses fondateurs et ses managers. Et ça fait la différence dans la discipline qu'on a lorsqu'on propose des produits, lorsqu'on collecte votre épargne. C'est-à-dire qu'on ne collecte que ce qu'on est capable d'investir dans de bonnes conditions pour réaliser des objectifs de performance ambitieux. Et ça, on l'a montré, et Philippe en parlera sur la partie SCPI, on a montré cette discipline historiquement de collecter uniquement quand il y avait des vraies opportunités. Et en ce moment, c'en est une assez historique. Et on l'a montré, on l'a illustré avec BCO pendant plusieurs années, où Exactement. on avait décidé de limiter la collecte de ce fonds comme on a pu le faire avec nos SCPI. Effectivement, Philippe en parlera. Merci Olivier. Tu as répondu à certaines questions, celles qui sont revenues le plus régulièrement. Il y en a d'autres. Le ralentissement économique ne va-t-il pas se traduire par une hausse massive des défaillances de paiement par les entreprises? Alors, on est dans un contexte de ralentissement économique. Alors, avant de répondre précisément à la question, je voudrais revenir sur le fait que finalement, le ralentissement économique, il risque d'être un petit peu moins prononcé que ce qu'on imaginait encore il y a quelques mois. On voit notamment les entreprises qui résistent bien, le marché de l'emploi notamment qui résiste très bien. Donc finalement, même d'un point de vue macroéconomique, il semblerait que l'année 2023 soit moins morose qu'anticipé. Néanmoins, dans un contexte de ralentissement économique, on peut s'attendre à une hausse des défaillances d'entreprises. Aujourd'hui, alors peut-être déjà historiquement, sur le marché du haut rendement européen, en moyenne, depuis 10 ans, le pourcentage d'entreprises qui font défaut, qui font défaillance, c'est 1,4%. Donc on ne parle pas quand même d'un pourcentage très élevé. Ça, c'est une première chose. En 2022, c'était 0,4%. Donc vraiment, on est dans un monde où il y a très peu d'entreprises qui font défaut. Alors, est-ce que le ralentissement économique va conduire à une hausse des taux de défaillance? La réponse est probablement oui, mais une hausse très modérée. Pourquoi ? Premier élément, c'est que je viens de l'évoquer, c'est d'un point de vue macroéconomique. Nous, notre conviction, c'est qu'on n'est pas à la veille d'une crise financière majeure comme en 2008, donc un ralentissement, on va dire, modeste de l'économie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'on a pu observer à la fois pendant la crise Covid, mais également très récemment, c'est l'intervention des gouvernements et des banques centrales pour soutenir l'économie, les entreprises, dès lors qu'elles seraient en difficulté. Et puis, dernier élément qui est probablement le plus important, c'est que toutes ces entreprises dans lesquelles on investit, auxquelles on prête de l'argent, auxquelles on confie votre épargne, on les connaît bien depuis de nombreuses années et on sait qu'elles ont géré leur bilan, leur entreprise de manière très prudente depuis maintenant un peu plus de 2 ans, depuis la crise Covid. Elles ont réduit leurs coûts, donc elles ont des marges élevées, elles ont accumulé des liquidités au bilan, elles ont repoussé leurs échéances de dette, donc elles sont en bonne santé aujourd'hui. Elles sont en bonne santé pour
affronter le ralentissement économique qui s'annonce, même si, encore une fois, il pourrait montrer finalement des meilleures nouvelles que ce qu'on avait pu attendre il n'y a pas encore si longtemps. Ok, merci Olivier. Une autre question, pourquoi avoir choisi 2029 comme date d'échéance de Corum Butler Entreprises ? Certains de nos concurrents privilégient 2025, 2026 ou 2027. 2029, ça peut paraître un peu plus loin, mais je crois qu'il y a plusieurs raisons assez précises. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que pour un fonds, donc un fonds Corum Butler Entreprises, c'est un fonds daté. Donc c'est un fonds dans lequel on constitue un panier d'entreprises, un panier d'obligations qui sont nos convictions et qu'on va porter jusqu'à leur maturité au maximum. Quand on met en œuvre une stratégie comme celle-là, le maître mot, c'est la diversification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un maximum d'entreprises dans ce portefeuille au cas où on ait justement un accident, une défaillance. Et donc dès lors qu'on choisit, puisque tu fais référence, des maturités très courtes, par exemple 2025 ou 2026, on a a fortiori un univers d'investissement qui est extrêmement réduit, puisqu'il y a finalement assez peu maintenant d'obligations résiduelles de cette maturité. Ce qui veut dire que lorsqu'on constitue un portefeuille de maturité si courte, c'est un portefeuille qui est concentré autour d'un nombre très restreint d'entreprises et donc qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Si jamais une entreprise faisait défaut, ça aurait des conséquences très fortes sur la performance du portefeuille. Donc la diversification, ça c'est le plus important. Et l'autre élément qui fait lien un petit peu avec la question précédente sur la hausse des taux de défaut, ce qu'on a constaté historiquement, c'est que le pic des taux de défaillance d'entreprise, il intervient 1 an après le ralentissement économique ou 1 an après la crise. Le pic des taux de défaut, pendant la grande crise financière, c'était en 2009, ce n'était pas en 2008. Donc ce qui veut dire que si on parle d'un ralentissement, même d'une petite récession en 2023 ou 2024, c'est-à-dire qu'on va avoir une hausse des taux de défaut, le pic des taux de défaut 1 an après. C'est à l'échéance de ces fonds-là finalement. Pile au moment de l'échéance, pile au moment où vous allez être dans un portefeuille extrêmement concentré sur précisément. Quand tu dis concentré, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup. Il y aura un nombre restreint, sur Corum Butler Entreprises, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui constituent le portefeuille. Si vous investissez dans un fonds 2025 ou 2026, il n'y en aura probablement qu'une trentaine. Et donc, a fortiori, une entreprise aura un poids nécessairement beaucoup plus important et donc des conséquences potentiellement beaucoup plus graves en termes de performance. Donc voilà, on privilégie la performance aussi, bien sûr, mais la diversification, d'autant plus qu'on est dans un environnement qui est un petit peu plus difficile. Ok. Merci Olivier. Une question a été posée sur le fil de discussion de ce webinaire. Je vais peut-être y répondre. Le fonds, le fonds obligataire à échéance peut-il être acheté en dehors de l'assurance vie ? Et en l'occurrence, nous avons fait le choix de le proposer uniquement dans le cadre de l'assurance vie Corum Life, puisque celle-ci n'avait pas, cette solution n'avait pas d'impact sur les frais et sur la performance, puisque comme l'a dit Amandine tout à l'heure, la compagnie d'assurance ne prend pas de frais, donc ça revient au même, si ce n'est qu'on offre l'avantage fiscal, et vous connaissez peut-être les différents avantages fiscaux de l'assurance vie. Donc ces fonds sont éligibles dans le contrat Corum Life et exclusivement. Et on peut peut-être rappeler que l'argent n'est pas coincé quand il est sur un contrat d'assurance vie, il reste disponible à tout moment. Les avantages fiscaux, effectivement, commencent après 8 ans, mais la liquidité, elle est immédiate et votre argent n'est pas du tout bloqué. Merci. Une question à laquelle tu as partiellement répondu, mais a priori elle revient, donc c'est que tu n'as pas dû être assez clair. Je t'en prie. Une question, donc, est-il trop tard pour investir sur les fonds obligataires Corum ? Alors, on a parlé d'opportunités, notamment pour Corum Butler Entreprises. Peut-être qu'on peut compléter avec les autres fonds de la gamme et ces opportunités, finalement, elles sont valables pour tous les fonds. Oui, tout à fait. Ce point d'entrée que j'évoquais, assez historique, sur des niveaux de rendement, vous l'avez compris, qui nous paraissent très bien rémunérés, le risque qu'on prend sur les entreprises dans lesquelles on investit, cette opportunité, elle nous paraît assez évidente sur un format fonds daté, on en a parlé, mais elle a aussi toute sa pertinence sur BCO, qui est notre stratégie historique, qu'on gère depuis 2009 et qui a montré sa capacité à faire une performance meilleure que le marché sous-jacent des obligations à haut rendement, avec une volatilité, donc des fluctuations moins importantes, donc véritablement un historique de performance de très grande qualité. Et
Quorum Butler BEHY, dont l'objectif est de battre son indice de référence, qui sont les obligations au rendement européennes, a battu année après année, encore en 2022, et je suis assez confiant sur le fait que ça va continuer dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est des stratégies différentes avec des horizons différents de placement potentiellement. Quorum Butler Entreprise s'applique aux autres fonds, aux autres fonds obligataires disponibles. Ok, parfait. Merci beaucoup Olivier, je crois que c'est plus clair. Merci. À présent, on va parler d'immobilier et de SCPI avec Philippe. Et tu peux peut-être revenir et on parlera des perspectives et on a reçu aussi quelques questions sur la partie SCPI. On va peut-être revenir sur les performances 2022 et la façon dont on communique ces performances. Oui, effectivement. Les performances 2022, elles se décomposent avec, on va dire, deux éléments importants. Le premier, c'est le taux de distribution classique sur lequel on a toujours communiqué. Ce qu'on appelle le rendement. Ce qu'on appelle le rendement ici, tout à fait. Et l'augmentation de prix de part. Et en accumulant ces deux éléments, on arrive à ce que nous, on appelle la performance réelle. Alors, c'est un indicateur Quorum. C'est un indicateur Quorum sur lequel je vais revenir. Je vais d'abord juste vous donner les performances. On les a déjà données, mais c'est important de réinsister parce que 2022 est un bon cru. 6,88 sur Quorum Origin, donc 88 points de base au-dessus de son objectif. 5,97 sur Quorum XL et 6,47 sur Quorum Orion. Alors, ouais, tu es modeste parce que c'est un très bon cru. C'est un très bon cru, merci, c'est gentil de le préciser. Et ensuite, il y a eu l'augmentation de prix de part, qui est également extrêmement importante, puisqu'on parle d'augmentation de prix de part qui sont significatives, entre 3,17 et plus de 5% sur Quorum Orion, qui amène en fait à une performance réelle, on le voit, entre 9% pour Quorum XL et plus de 11% pour Quorum Orion. Donc on est sur des niveaux qui sont très élevés. Pourquoi cet indicateur de performance réelle ? Oui. Et vous avez peut-être entendu parler dans le passé de la performance globale qui est aujourd'hui ce sur quoi communique une partie de la profession. On a choisi chez Quorum de ne pas communiquer sur la performance globale. Pourquoi ? Parce qu'on veut communiquer uniquement sur ce qui impacte votre poche en tant qu'épargnant, c'est-à-dire sur de l'argent qui est touché, qui est cristallisé. La performance globale, telle qu'elle est définie aujourd'hui, elle comprend non pas les augmentations de prix de part, donc en fait de la performance acquise, mais seulement l'évolution de ce qu'on appelle les valeurs de réalisation et de reconstitution. Qu'est-ce que sont ces valeurs de réalisation et de reconstitution ? Ce sont les valeurs que vous avez chaque année en fonction des valeurs d'expertise de chacune des SCPI. Comme vous le savez, les SCPI sont évaluées par des experts indépendants en fin d'année, ce qui fait évoluer ce qu'on appelle les valeurs de réalisation et les valeurs de reconstitution. Le problème, c'est que historiquement, beaucoup de gérants, malgré des augmentations significatives de ces valeurs de réalisation, n'augmentaient pas les prix de part. Le gérant n'est absolument pas obligé d'augmenter le prix de part tant qu'il est dans une limite de 10%. Plus 10, moins 10. Exactement, au-dessus ou en dessous de sa valeur de reconstitution. Pourquoi est-ce que les gérants n'augmentaient pas le prix de part ? Parce qu'on se dit c'est quand même quelque chose de positif. Commercialement, vous augmentez vos prix de part, l'épargnant est content, tout le monde est content. On va une partie de la commission de souscription. Exactement. Comment calcule-t-on le taux de distribution, le rendement tel qu'il est affiché ici ? C'est très simple, c'est une division. C'est une division entre le revenu immobilier, donc l'ensemble des loyers, et éventuellement des plus-values. Et des plus-values, et le prix de la part. Donc si vous augmentez le prix de part, vous augmentez le dénominateur, mécaniquement vous baissez votre rendement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chez Quorum ? Ça veut dire qu'en choisissant d'augmenter le prix de part en 2022, on augmente la performance réelle, on augmente vos revenus en tant qu'épargnant, et je pense que vous en étiez satisfait. En revanche, on se tire une balle dans le pied, on va dire ça autrement, on se challenge la tâche un peu plus difficile pour l'année 2023, puisqu'automatiquement, on augmente le dénominateur qui va permettre le calcul du taux de distribution. Et donc, il va falloir faire encore mieux sur l'exploitation, sur la gestion en 2023. Mais on considère que l'augmentation des valeurs d'expertise fait partie de la vraie valeur de la SCPI, fait partie de la vraie valeur de notre gestion et qu'il faut qu'elle vous revienne. Par conséquent, on augmente le prix de part et de cette façon, on cristallise la bonne gestion au quotidien qui est réalisée. Ok, merci Philippe. On est déjà mi-février, je le rappelle, 2023, donc on a vu 2022 et je te remercie. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir tenir les objectifs de performance de ces 3 SCPI en 2023 ? Alors il est tôt dans l'année et c'est difficile de se prononcer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très optimiste pour 2023 pour une raison qui est assez simple, c'est que
notre travail aujourd'hui de gérant immobilier est plus facile qu'il y a un an. Pourquoi ? Alors, Olivier et Amandine nous ont parlé du contexte économique. C'est vrai que le contexte économique s'est détérioré, mais la conséquence de ce contexte économique, c'est que les prix ont baissé, que l'argent coûte plus cher, et que du coup, on a beaucoup moins de concurrence sur les marchés. Et qu'on a un niveau de collecte aujourd'hui qui est bon, qui est très bon, on en reparlera. Et on est passé en immobilier d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Dans le passé, on l'a beaucoup dit, on limitait la collecte. On a limité la collecte de Quorum Origine pendant longtemps, drastiquement, parce qu'on considérait que le marché à l'investissement n'était pas favorable. Aujourd'hui, on considère que le marché à l'investissement est à nouveau très favorable. On l'a vu avec plusieurs investissements qui ont été faits en 2022. Et d'ailleurs, le volume des investissements réalisés en 2022 le montre assez bien, puisqu'on a acheté pour plus d'1,2 milliard en 2022. C'est plus de 500 millions de plus qu'en 2021. Ça montre bien qu'on avait beaucoup plus d'opportunités. Donc, on est assez confiant pour 2023, oui. Ok, très bien. Merci, merci Philippe. Donc, tu as déjà répondu à une des questions qui faisait partie de celles qui étaient le plus posées, qui étaient les perspectives de performance pour 2023. On en a d'autres, rassure-toi. Je constate que les performances de Quorum XL sont légèrement en retrait par rapport aux deux autres. Dois-je me réorienter ? Alors, je sais que ça va te faire réagir. Non, mais c'est pour ça qu'on l'a sélectionné d'ailleurs. Non, mais ça me fait pas réagir. Alors, on va rappeler quand même que Quorum XL, finalement, a un objectif de 5%. Là, on est à 5,97. Donc, on est sur une SCPI qui est quand même assez bien placée, puisque si on prend les objectifs de performance, c'est pas la dernière des trois aujourd'hui. Si on prend le différentiel, Quorum Origine fait 6,88 pour 6%, Quorum XL fait 5,97 pour 5%. Il y aurait eu un scénario qui aurait été compliqué sur Quorum XL, en toute transparence. Ça aurait été le scénario où on perd notre plus gros univers d'investissement, qui est le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que historiquement, on a beaucoup investi au Royaume-Uni sur Quorum XL. D'ailleurs, Quorum XL a été lancé aussi en réaction au Brexit parce qu'on pensait qu'il y avait une opportunité. Un peu comme finalement, on peut faire le parallèle avec nos fonds obligataires et le lancement de CBE dans un moment de marché qui est favorable. Dans ce scénario-là, Quorum Butler Entreprise, pardon. Si la livre était remontée et que le marché immobilier était remonté au Royaume-Uni, on aurait été en difficulté, on aurait dû limiter la collecte en fait un peu comme sur Quorum Origine, puisque ça aurait été difficile de trouver des opportunités d'investissement qualitatives. Et on en reparlera. Ce qui s'est passé en 2022, c'est quoi ? Ça a été, il faut le dire, une année assez difficile pour le Royaume-Uni, à plusieurs titres. Il y a eu l'inflation globale et la remontée des taux et le contexte économique, la guerre en Ukraine. Sauf que le Royaume-Uni, il ne partait pas du même niveau que les autres pays, puisque la France, en France, il n'y avait pas eu de Brexit, donc vous vous endettiez plutôt à 1%. Au Royaume-Uni, on s'endettait déjà à 2,5% environ. À côté de ça, il y a eu malheureusement la mort de la reine, et il y a eu le fameux gouvernement de Liz Truss qui a duré 45 jours. On les a éliminés à la Coupe du Monde. Donc ça commence à faire beaucoup pour nos amis anglais. Conséquence, le marché immobilier s'est effondré. Il était déjà assez bas, il est tombé encore plus bas. Et la livre est tombée relativement basse. Je rassure déjà tout le monde sur la livre. Aujourd'hui, on est entre 1,13 et 1,14. Hein. Donc on est sur notre niveau d'investissement moyen depuis qu'on a lancé Quorum XL. Donc on n'a même pas de perte sous-jacente sur la livre aujourd'hui. En revanche, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a à nouveau une fenêtre d'investissement qui est extraordinaire au Royaume-Uni. Le meilleur exemple, quand on a lancé Quorum XL, on n'aurait jamais pensé acheter à Londres. On a acheté dans Londres à 6,5% de rendement en 2022, en centre-ville. Ça aurait été quelque chose d'impossible avant. Et 2023 nous ouvre des perspectives extraordinaires sur Quorum XL parce qu'on va pouvoir faire, notamment au Royaume-Uni, mais pas que, des investissements de très grande qualité. Et on va pouvoir continuer à bénéficier de la fenêtre de marché. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que Quorum XL aujourd'hui est un de nos fonds les plus intéressants. Réorienter, mais au contraire, s'il y avait quelque chose à faire, c'est se repositionner encore sur Quorum XL. Et du coup, ça me fait penser à une question qui revient assez souvent de la part de nos partenaires et de la part de nos clients. On voit que la part du Royaume-Uni est très importante. Je rappelle qu'elle est montée jusqu'à 75, voire 80%. Et je repense à 2018, notamment 2018-2019, où on avait investi massivement au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on nous demande si on a d'autres pays. Alors, je sais qu'il y a un certain niveau de confidentialité parce qu'on ne veut pas annoncer des choses qui ne sont pas encore faites et puis donner des idées éventuellement à nos confrères et néanmoins concurrents. Mais est-ce que tu as d'autres pistes que le Royaume-Uni ? Est-ce que vous avez, et tes équipes, tu n'es pas tout seul, d'autres pistes d'investissement ? Bien sûr. Déjà, si on regarde l'année 2022, il y a eu beaucoup
d'investissements qui ont été faits en dehors du Royaume-Uni. Il y a eu des investissements dans le nord de l'Europe. Il y a eu des investissements, par exemple, on a acheté un gros hôtel aux Pays-Bas. Il y a eu un gros immeuble de bureaux à Madrid, en Espagne. Donc de toute façon, on continue à diversifier et ça va se poursuivre. Et en dehors de la zone euro ? Potentiellement, alors effectivement, on ne va pas donner de scoop, mais on regarde d'autres pays. Il faut qu'on ait un alignement, je le rappelle, entre le marché immobilier bas et la devise. C'est notre critère majeur, mais on va continuer à diversifier Quorum XL, c'est une évidence. On regarde en ce moment beaucoup de dossiers en zone euro, mais pour Quorum XL. On regarde certains pays aussi en dehors de la zone euro pour venir compléter la gamme. Donc oui, Quorum XL restera un fonds qui est assez investi au Royaume-Uni, en tout cas pour l'instant, parce qu'on a une fenêtre très intéressante, mais ça restera un fonds diversifié. Ce n'est pas un fonds dédié au Royaume-Uni. Ok, merci Philippe. Il y a une autre question qui revient également, c'est sur l'objectif de TRI. Donc on a parlé du rendement de 5%, on a un objectif de TRI qui est de 10% annuel avec un horizon de placement de 10 ans, je le rappelle. Est-ce que tu es confiant pour atteindre cet objectif ? Je suis très confiant. Déjà, on est à 5% à 5 ans, donc la moitié du travail est fait. Et ensuite, alors, le TRI, on ne va pas partir sur le taux de rendement interne et ce que ça représente, parce que ça va nous prendre du temps et ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui impacte le plus le TRI, c'est les ventes, c'est la sortie. Aujourd'hui, finalement, sur Quorum XL, on a très peu vendu. On a très peu vendu, par exemple, au Royaume-Uni, puisque la devise est basse aujourd'hui. Donc, ce n'est pas notre intérêt. Le jour où on va le faire, forcément, on va augmenter fortement le TRI. Si on fait de belles ventes, évidemment, mais ça, c'est notre travail. Donc, oui, on est assez confiant, puisqu'en arrivant déjà à 5% sur la période donnée, en ayant vendu aujourd'hui que 3 immeubles sur Quorum XL, on a un boulevard pour arriver là où on souhaite arriver. Évidemment, on ne fera pas de mauvais choix, on ne va pas commencer à vendre pour vendre, on ne va pas vendre au Royaume-Uni sur une livre détériorée dans un marché détérioré, ce n'est pas intéressant. En revanche, on saisira de plus en plus toutes les opportunités. L'arbitrage qu'on a fait en Finlande en est un bon exemple. C'était pas forcément la vente, c'était pas forcément prévu, mais on a bénéficié d'un moment de marché intéressant avec une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et comme vous le savez, il y a aussi des limitations au niveau des ventes dans les SCPI. On peut vendre après une détention de 5 ans. Donc plus le temps passe, plus on est capable de vendre. Donc forcément, il y aura de plus en plus de ventes qui auront évidemment un impact sur le TRI. Ok, merci Philippe. Une question peut-être pour toi, Amandine, alors c'est lié à l'immobilier également. La performance 2022 des SCPI Quorum intègre la vente d'un immeuble et la plus-value distribuée. En l'occurrence, il y a eu plusieurs ventes, notamment sur Quorum Origine, mais également sur Quorum XL, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais on ne l'a pas vu sur le contrat Quorum Life, nous dit un des participants, et en l'occurrence Philippe W. Je remercie Philippe W pour cette question. C'est effectivement très bien vu. Il y a une petite différence de calendrier en fait. C'est-à-dire que quand Philippe parle d'un dividende du mois de décembre, en fait ce dividende il est versé en janvier. Et pour les SCPI, ce qui compte, c'est décembre. C'est ça que Philippe l'appelle le dividende de décembre. Et côté Life, on l'appelle le dividende de janvier parce qu'on prend une vision cash et on le reçoit en janvier. Mais tu confirmes que ces plus-values, puisqu'il y a eu Quorum elles vont toutes dans Life, elles ne sont pas perdues, elles sont bien dans votre contrat Quorum Life. Mais en fait, ce que vous avez eu dans Quorum Life en 2022, c'est l'impact du dividende de décembre 2021 pour Philippe, qui a été versé en janvier 2022, et vous aurez en 2023, enfin vous avez eu en janvier 2023, l'impact du dividende exceptionnel de décembre 2022 pour Philippe. Merci beaucoup. Une autre question qui revient régulièrement. Si les prix immobiliers baissent à l'avenir, on a entendu parler d'une potentielle récession, alors ce n'est pas que Olivier qui le dit. Si les prix immobiliers baissent à l'avenir, quel impact sur les prix de part ? C'est une bonne question. En plus, on a augmenté les prix de part, c'est ce qu'on a assez fait significativement. En 2022 significativement. Alors, je ne vais pas faire de suspense, on a nos valeurs d'expertise 2022 et les nouvelles sont bonnes, donc voilà, il n'y a pas de sujet. Je pense que, évidemment, le marché immobilier est impacté et évidemment, ça va avoir un impact sur les prix. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire, si vous avez acheté de l'immobilier parfois très très cher, sur des niveaux de rendement très bas, vous êtes fortement impacté. Si vous avez acheté de l'immobilier sur des niveaux plus élevé, ce qui a plutôt été le cas de nos fonds qui ont plutôt l'habitude d'acheter entre 6 et 8% en moyenne, vous êtes beaucoup moins impacté puisque finalement votre prime de risque comparée au coût de l'argent
Et c'est que ça, hein, l'immobilier. C'est combien coûte l'argent et quelle est la prime de risque. Elle reste Oui. satisfaisante. Que vous vous endettiez à 1 ou à 3%, si vous achetez à 6 ou 7, ça reste correct. Si vous achetez à 3 ou 4%, mais que vous passez d'un taux d'intérêt de 1 à 3,5%, c'est pas vraiment viable, puisque votre immeuble qui valait 3% aujourd'hui ne peut pas avoir un niveau de rendement inférieur au coût de la dette. Donc je dirais qu'on est, par rapport à ça et du fait qu'on achète sur des rendements assez élevés, plutôt protégé. Et ça, on peut le dire sur tous les investissements finalement, et je pense que c'est valable également sur la partie obligataire. C'est ces rendements élevés qui protègent plus du risque. C'est mathématique. Et à côté de ça, il y a toutes les actions en cours sur la gestion immobilière, re-signer des nouveaux baux, déjà avoir des baux longs, ce qui protège, avoir un maximum de baux qu'on appelle triple net, c'est-à-dire on n'est pas responsable des travaux et des capex et c'est le locataire qui les paye, avoir des baux où on bénéficie d'une indexation forte, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui, quand vous êtes investisseur français et que vous avez une inflation à 6%, bénéficier parfois de l'inflation d'autres pays. C'est un des intérêts de la diversification. Donc ça nous arrive d'indexer dans certains pays aujourd'hui à plus de 10%. Et c'est finalement la combinaison de tous ces facteurs qui font qu'on est très serein sur nos prix de part. Sachant que cette indexation dont tu parles, on en entend beaucoup parler sur le marché. Elle ne s'applique pas à tout le portefeuille au même moment et dans les mêmes conditions. C'est des discussions que tes équipes ont avec nos locataires. Et c'est aussi un des plus, on va dire, de cette gestion en direct de tous nos immeubles. Ça permet de gérer les choses intelligemment, c'est-à-dire que effectivement, si vous indexez un locataire à 10%, il faut que ce locataire il soit capable d'absorber cette hausse. Donc si vous avez des locataires qui sont des très grosses entreprises, c'est une très bonne chose. Et à côté de ça, évidemment, la situation du locataire va amener la discussion. Si votre locataire est une très grosse entreprise engagée sur 10 ans, vous n'allez pas lui faire de cadeau, vous allez l'indexer, et tant mieux pour nous et pour vous. Si votre locataire a la possibilité de partir dans 3 ans, cette indexation, ça va plutôt être une opportunité de renégocier et de dire on va limiter un peu l'indexation, par exemple à 5%, mais on va allonger le bail aussi de 5 ans. Donc c'est évidemment une opportunité, et cette opportunité est beaucoup plus facile à saisir si on parle au quotidien avec notre locataire, c'est-à-dire s'il n'y a pas un intermédiaire entre les personnes chez nous chargées de la gestion immobilière et le locataire. Et là, ce que tu évoques, c'est quelque chose de concret. Pardon, vous l'avez déjà vécu et appliqué depuis quelques mois. Ça a été un de nos gros sujets 2022 et c'est encore un de nos gros sujets, on va dire, du premier semestre 2023, tout à fait. Ok. Merci Philippe. Des questions qui sont posées sur le fil de discussion. La concurrence des SCPI sans frais sont-elles un problème pour Quorum, comme Hirokozen par exemple, et d'autres, puisqu'il en existe d'autres? Alors peut-être que cette question, elle survient après une prise de position de Frédéric. Oui, alors je ne vais pas forcément commenter l'actualité de certains de nos confrères, et c'est pas... Voilà, chacun est libre d'avoir sa vision. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la concurrence sur les marchés immobiliers, parce que c'est de ça dont je peux vous parler, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment pour plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, les SCPI dont tu me parles là, ce sont des SCPI et d'ailleurs, jeunes. on dit sans frais, mais c'est sans frais d'entrée. Sans frais d'entrée. Ce sont des SCPI très jeunes et je considère que c'est difficile de juger une SCPI qui a moins de 500 millions d'euros sous gestion. Puisqu'au début, finalement, avec les mécanismes de relution et la possibilité d'investir l'argent très vite, on peut créer... Peut-être reviens juste sur ce que tu appelles le mécanisme de relution. Ouais, c'est ce que j'allais expliquer. Mais... En fait, on peut créer beaucoup de performances en investissant plus vite que le délai de jouissance. C'est-à-dire que si vous avez un délai de jouissance de 5 ou 6 mois, par exemple, si vous arrivez à investir en 2 ou 3 mois, vous créez beaucoup de performances qui va se diluer avec le temps et l'effet en fait de la prise de volume de la SCPI. C'est-à-dire que ça a beaucoup d'impact quand votre SCPI a 100, 200, 300 millions sous gestion, beaucoup moins quand vous vous approchez du milliard. Ça, c'est le premier point. Donc c'est difficile de porter un jugement sur des SCPI très jeunes avec finalement des encours sous gestion assez faibles. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a, et pas que ces SCPI-là, d'ailleurs on le voit aussi chez des plus grosses, il y a un mouvement global vers l'Europe, qui n'était pas le cas, puisque je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais on avait été assez critiqués quand on avait commencé en Europe il y a 10 ans maintenant. Et ce que je peux dire, parce que ça c'est mon quotidien, c'est que c'est très difficile de faire de la gestion immobilière, et quand je dis gestion immobilière c'est au sens large, c'est-à-dire acheter, vendre, gérer, sans équipe locale. C'est très très difficile. C'est pour ça que Quorum a ouvert des bureaux dans différents pays, c'est pour ça qu'on a 20 nationalités en interne. Donc c'est un vrai challenge et j'espère que nos confrères l'appréhendent et le prendront en considération. Ok.
Très bien. On a une autre question et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de communiquer largement là-dessus parce que c'est une question fiscale. Non, parce qu'en général, on va donner plus de détails au moment où on vous demande de faire vos déclarations d'impôts, on vous envoie un relevé fiscal et pas au moment où on distribue cette plus-value. En l'occurrence, il y a des plus-values qui ont été distribuées en fin d'année ou en début d'année. Ça dépend du calendrier de chacun. Amandine préfère en début d'année. Amandine préfère en début d'année. Comment fonctionne la fiscalité appliquée justement sur ces plus-values Alors, elle est différente selon les pays, mais je te laisse peut-être reprendre les derniers cas. Oui, alors je pense qu'il y a un premier point qui est très important, c'est que c'est difficile de parler de généralité en termes de fiscalité, puisque quoi qu'il arrive, chacun a un taux d'imposition moyen qui diffère en fonction de sa situation et qui diffère aussi en fonction de la façon dont il est client. C'est-à-dire que si vous êtes client, personne physique, personne morale, résident fiscal, particulier, voilà. Et donc, je vais essayer de faire des grands agrégats, mais attention aux généralités sur la fiscalité, c'est difficile. Ce que je peux vous dire de façon assez générale, dans un premier temps, c'est que c'est la SCPI qui paye l'impôt et que cet impôt est libératoire. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été payé par le fonds, vous êtes libéré, vous n'avez plus d'impôt à payer vous en tant que client, en tant que personne physique. C'est un point important. Ensuite, la SCPI est transparente fiscalement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'imposition pour les porteurs de parts, elle est la même que si vous achetiez finalement en direct dans les pays dans lesquels on réalise la plus-value. Ce qui est un point assez important, je pense. Si on prend des exemples concrets, on a vendu un immeuble en Allemagne, à Francfort, en fin d'année. Cet immeuble, il a entraîné une imposition moyenne de 29% pour nos porteurs, qui a été payée par la SCPI. C'est la différence entre le revenu brut et le revenu net que vous avez perçu sur votre compte en banque. Qu'est-ce que c'est que ces 29%? L'impôt en Allemagne, c'est 15,5%, l'impôt qu'a payé la SCPI. Donc c'est finalement assez bas. Et il y a eu un surplus de 14, un peu moins de 14%, 13%. Qu'est-ce que c'est que ce surplus? C'est très simple. C'est un immeuble qui a été acheté en 2015 et qui a été amorti pendant 7 ans. Et en fait, cet amortissement a eu une conséquence favorable pour vous pendant toute la durée de détention de l'immeuble. C'est-à-dire que pendant 7 ans, les loyers de cet immeuble ont été imposés à un niveau plus faible. Que les 15,9 que tu viens d'évoquer. Exactement. Et il y a un rattrapage qui s'effectue au moment de la vente. Donc ça veut dire que l'avantage que vous avez eu pendant 7 ans sur le versement du loyer de cet immeuble dans vos dividendes a été compensé en fait par l'administration fiscale allemande au moment de la vente. C'est ce qui explique ce taux de 28,8%. Alors juste pour revenir là-dessus, parce que je pense que c'est important, si on prenait un cas classique français sur un immeuble français, le taux moyen d'imposition dans nos SCPI aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20%. Sauf qu'en plus, vous ajoutez les prélèvements sociaux. Ça veut dire que si on était en France purement français et qu'on oublie les amortissements en Allemagne, on serait déjà à 37%, exactement. Donc un taux global de 28,8, ça reste, je pense, relativement correct. Si on prend un autre exemple, parce que c'est important qu'on voit les disparités par pays, on a vendu en Finlande pour Corum XL. Là, c'est prélevé en France. La Finlande ne prélève pas, mais c'est prélevé en fonction de la convention fiscale avec la Finlande. Et du coup, on a eu un prélèvement de l'ordre de 20%. Donc relativement favorable, je pense, encore une fois, si on compare aux 37% qu'on aurait en France. Par rapport à la durée de détention, parce qu'en France... Parce que les immeubles ont été détenus 3 ans. Exactement. Donc c'est assez intéressant. Rapide. Et un autre cas qu'on a eu fin 2021 qui est aussi intéressant, puisque vous allez voir qu'on a une fiscalité qui est un peu complexe en fonction des pays, où là, vous avez été imposé sur des plus-values en Italie, portefeuille italien qui a été vendu fin 2021. Et là, on a eu une partie de l'imposition en Italie et une partie de l'imposition en France. C'est ce que dit la convention fiscale entre les deux pays. Et là, en revanche, on a eu un niveau d'imposition très intéressant, puisque vous avez été imposé en moyenne à 14%. Donc sur une belle plus-value, puisqu'on parlait d'un peu moins de 10 millions d'euros, c'était assez intéressant. Tout ça pour dire que la fiscalité, c'est mouvant, ça dépend des conventions fiscales entre les pays, ça dépend de chacun. Et c'est très bien, là, je pense que la question est dans la mesure où ce versement de plus-value, il est assez récent, portait sur la dernière plus-value. On voit que tu maîtrises la fiscalité et on est Mais c'est dur de faire des généralités puisque ça dépend de chacun, de la situation de chacun. Ok, très bien. Merci beaucoup. Tu as été très bavard à nouveau et on a dépassé le temps qui nous était imparti. J'espère que nous avons pu répondre à un maximum de vos questions. Sachez que de toute façon, elles ne sont pas perdues. On les a bien dans le fil de discussion. Maintenant, on ne manquera pas de reprendre contact avec vous au plus vite pour y répondre. En tout cas, ce n'est pas perdu. Merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée.